première idée à retenir de ma thèse, ce serait que grâce au parcours de transition des personnes trans, j'ai pu comprendre comment se jouait la socialisation de genre à l'âge adulte. C'est-à-dire comment, à l'âge adulte, quand on devient un homme, on se met à se comporter petit à petit avec des pratiques dominantes de l'espace public, et comment, à l'inverse, quand on devient une femme, on incorpore la position de subordination. Une deuxième idée que j'ai développée dans ma thèse, c'est une idée plus méthodologique sur les méthodes d'enquête des populations minoritaires. J'ai montré que les méthodes qu'on préconise pour le moment, et notamment les méthodes participatives, n'étaient pas forcément les plus à même de répondre aux enjeux de l'enquête des populations surétudiées, notamment parce que dans le cas des personnes trans, les méthodes que j'ai mises en place ont débouché sur en fait une surexposition aux violences que ces personnes vivaient au quotidien. Parce que, en me racontant leur récit, elles sont repassées, elles ont revécu les violences qu'elles vivent au quotidien. Dans mes travaux de recherche, j'ai montré par quel mécanisme on aboutissait à la subalternisation des personnes trans au sein des politiques locales, même avec, de la part des agents et des élus, la meilleure volonté du monde pour l'inclusion des personnes trans. J'ai notamment montré que sous couvert, souvent, en fait, ces personnes-là présentent des arguments qu'ils présentent comme rationnels, c'est-à-dire on va présenter comme rationnel le fait de ne pas, par exemple, ouvrir un créneau piscine pour une association trans, parce que ça représenterait un nombre négligeable de personnes par rapport à la collectivité et par rapport aux moyens que possède la collectivité concernant l'accès aux piscines. Par exemple, les moyens de surveillance de la baignade. Et ce que j'ai montré, c'est que ces arguments qui sont présentés sous couvert de rationalité souvent budgétaire, en fait, ils sont présentés comme ça, dans un cadre budgétaire qui est extrêmement restreint. Là, en l'occurrence, j'ai beaucoup travaillé sur le cadre budgétaire des piscines. Et donc, ce que ma recherche peut apporter aux collectivités locales, aux agents des collectivités locales et à l'action territoriale en général, c'est de questionner ce qui réside sous ces arguments de rationalité, sous cette idée de rationalité. Qu'est-ce qui rend ces choix qui vont à l'encontre des communautés trans rationnelles? Eh bien, très souvent, c'est la contrainte budgétaire. À l'heure de la promotion dans le débat public actuel d'un urbanisme plus inclusif, et notamment d'un urbanisme inclusif par rapport aux femmes, ce travail sur les personnes trans m'a permis de soulever un certain nombre de questions que les collectivités locales peuvent se poser, notamment par rapport à l'inclusion de publics qui sont numériquement ultra-minoritaires. C'est des questions qui se posent, des questions notamment budgétaires. Est-ce qu'on doit proposer des conditions, par exemple des conditions particulières d'accès pour certaines communautés qui, numériquement, représentent très peu de monde? Pour les femmes, l'un des premiers arguments en faveur de l'urbanisme inclusif, c'est les femmes représentent 50 ou 51% de la population dans les pays occidentaux. Pour les personnes trans, c'est pas le cas. On est à moins de 0,5%, même si on n'est jamais sûr en fait de ces chiffres. Et donc la question, l'une des questions que soulève ce travail, c'est de savoir comment on appréhende un urbanisme qui serait inclusif, égalitaire, mais aussi pour des personnes qui ne représentent quasiment personne dans la population en France. Et l'une des réponses qu'on peut apporter à ça, et notamment que les associations trans, pour le coup, avec lesquelles j'ai travaillé, par exemple l'association Accept Testé à Paris, qui collabore depuis 10 ans, plus de 10 ans en fait, avec les pouvoirs publics locaux de la ville de Paris. La solution apportée par ces associations, c'est de dire on ne se bat pas que contre la transphobie, mais on se bat contre l'ensemble des discriminations que vivent le public de notre association, c'est-à-dire la transphobie, d'accord, mais aussi le racisme, en l'occurrence la grossophobie, les discriminations liées à l'accès à la santé, le sexisme, parce que c'est principalement des femmes, etc., etc. Et donc l'une des réponses apportées par ce focus sur les personnes trans, c'est qu'un urbanisme inclusif, c'est un urbanisme qui n'est pas inclusif envers une myriade de communautés minoritaires, mais qui est inclusif au plus grand nombre, en prenant en compte l'accessibilité globale de l'espace, et pas seulement les spécificités d'une petite communauté.
Je pense que la recherche est une perspective professionnelle heureuse, épanouissante, ou qui peut l'être. Mais je pense que à l'heure actuelle, dans un contexte de forte dégradation de nos conditions de travail, dans l'enseignement supérieur et la recherche, il ne faut s'y lancer que si on a l'assurance d'avoir les moyens, notamment les moyens techniques et financiers, de mener à bien sa recherche.